Bonjour à tous, bonjour Laure du coup. Bienvenue sur cette, Salut nouvelle Chloé. vidéo. On est ravis de vous avoir aujourd'hui en cette fin de semaine. Hem, donc aujourd'hui, on va parler des aidants et de la nutrition avec Laure, que vous connaissez sûrement déjà. Donc cette visio est, réalisée en partenariat avec, Homme Transition et Adapsia. Elle est financée par le CNSA, le département de l'Essonne et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Merci encore à tous d'être, aussi nombreux. On est ravis. Pour ceux qui ne savent, pas qui je serai, l'assistante de Laure tout au long de cette conférence. Donc si vous avez le moindre souci technique ou autre, voilà, n'hésitez surtout pas à faire appel à moi via le chat. Je serai là pour, répondre à vos questions, vous aider si besoin. Ce qu'on fera, c'est qu'à la toute fin de la conférence, on consacrera pardon, quelques minutes à, des questions-réponses. Donc n'hésitez pas à garder vos questions ou à les poser dans le chat si jamais, c'est très urgent, vous avez peur de l'oublier. Je pourrais éventuellement couper Laure, pendant la conférence, pour qu'elle puisse y répondre en temps réel et sinon, dans tous les cas, on aura un petit moment d'échange à la fin. Laure, je vous laisse, vous présenter et puis prendre le Le relais sur la contrôle. présentation, prendre le contrôle. Donc bonjour à tous, je suis Laure, donc diététicienne nutritionniste avec plusieurs casquettes, à la fois la consultation en libéral et puis des interventions comme aujourd'hui sur différents sujets nutritionnels. Et aujourd'hui, nous allons parler de nutrition et des dents. C'est-à-dire qu'on a tous dans nos proches plus ou moins éloignés ou dans nos amis, on entend tous parler de personnes qui doivent s'occuper. Alors, plus généralement, c'est plutôt des parents vieillissants, mais ça peut être aussi des proches qui ont des soucis de santé ou des handicaps. Et souvent, en fait, on ne sait pas trop comment gérer leur alimentation. C'est-à-dire qu'on veut leur faire plaisir, on veut qu'ils soient en bonne santé, il ne faut pas les infantiliser non plus. Donc, à quel moment, comment on trouve le bon créneau pour que l'impact nutritionnel positif soit aussi un impact sur leur quotidien? Parce qu'on est tous comme ça, on est tous rythmés par des horaires de repas. Quel que soit notre statut, quelles que soient nos activités, retraite, pas retraite, actif, pas actif, voilà. Et d'ailleurs, les enfants vous demandent régulièrement qu'est-ce qu'on mange. Donc, ça veut vraiment dire que ce temps du repas est un moment clé de nos journées. Et si l'équilibre alimentaire et la nourriture française, le French Paradox, fait partie enfin, des monuments historiques et des références de l'UNESCO, ce n'est pas pour rien. Donc, il faut pouvoir le valoriser, mais le valoriser correctement. Donc, on va échanger plutôt sur justement qu'est-ce que la problématique de la nutrition chez des personnes aidantes, comment on fait pour l'équilibre alimentaire au quotidien, et puis en même temps, en fonction des différentes pathologies, du handicap, du goût, du dégoût, je dirais à quel moment on peut trouver des astuces, rebondir pour mieux gérer une alimentation adaptée en fonction de la personne et qui réponde réellement aux besoins à la fois de santé et gustatifs. On y va. Donc, le but, c'est vraiment à la fin que vous ayez quelques astuces concrètes pour pouvoir optimiser un bon équilibre alimentaire. Donc, un aidant, c'est une personne qui vit et agit dans l'entourage immédiat d'une personne malade, souffrante ou en perte d'autonomie. On parle aussi d'aidant familial, d'aidant informel. Les choses sont en train de bouger puisque maintenant un aidant familial peut être aussi revalorisé en tant que personne à part entière par le biais des réglementations en vigueur. Donc ça va jouer aussi. Mais ça veut dire aussi que vous, en tant qu'aidant, vous donnez de votre temps, vous donnez de l'énergie et toujours dans un souci de bien faire. Et en face, la personne que vous aidez est bien consciente de tout le mal que vous vous donnez et de tout ce que vous faites, mais elle voit aussi son problème à elle. Et donc, des fois, elle n'est pas toujours bienveillante vis-à-vis des efforts que vous pouvez faire. Et c'est vrai que des fois, le fait de se sentir un peu diminué d'une manière ou d'une autre, ces personnes peuvent être un peu exigeantes ou un petit peu ronchons ou avoir un côté un petit peu colérique. Chez certaines personnes, ça peut se marquer aussi. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, nous, en tant que personnes qui veulent bien faire, eh bien, on en a un peu ras-le-bol aussi. Et ce n'est pas toujours facile de se mettre dans les baskets de l'autre, ni pour vous, ni pour la personne que l'on aide. Donc, voilà. Donc, qu'est-ce que la plupart, alors, je mets qu'est-ce que le vieillissement? Alors, surtout, on est d'accord, on ne parle pas que du vieillissement, on parle des aidants en règle générale et des personnes aidées dans la globalité.
Maintenant, il faut aussi qu'on ait des références. Donc, les personnes aidées peuvent être des personnes vieillissantes qui soit ne veulent pas quitter leur domicile ou encore la possibilité de rester chez elles et donc de garder un minimum d'autonomie, soit ce sont des personnes avec un handicap plus ou moins sévère, et ça à toutes les tranches d'âge de la vie. Mais c'est vrai que souvent, quand on parle d'aidants ou quand les gens osent en parler et dire qu'ils ont des difficultés, c'est plutôt parce qu'on a des parents vieillissants ou alors qu'on a un conjoint qui justement vieillit précocement pour X ou Y raison. Donc voilà, quand on vous dit il a pris 10 ans, ah ben oui, il a pris 10 ans parce qu'effectivement, il y a des choses qu'il ne fait plus. Et donc, s'il ne fait plus, ben, c'est à vous de faire et de compenser. Et que les enfants ou l'entourage n'est pas toujours aussi présent parce que ben, on travaille, parce qu'on a des vies très actives, ou alors parce qu'ils ne se rendent pas bien compte non plus de ce qui se passe ou de la dégradation. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve dans un système où ben, ça va se gérer, ça se fait, oui, ça se fait, mais à quel prix? Et puis ben aussi, demander de l'aide, ce n'est pas donné à tout le monde et on se dit toujours qu'on va y arriver, mais on a aussi sa limite. Donc, faites attention aussi à ça. Donc, le vieillissement, c'est le fait de devenir vieux. C'est un ensemble de phénomènes qui marquent l'évolution d'un organisme vivant vers la mort, malheureusement vers la mort. Alors, plus ou moins rapide, mais il n'empêche que ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une dégénérescence qui n'est pas forcément que neurologique, mais globale, qui finalement fait qu'à un moment ou un autre, eh bien, la personne que vous aidez n'arrive plus à gérer certaines choses toute seule ou plus de la même manière et donc nécessite une aide de votre part. Le vieillissement de la population, c'est un réel problème. C'est pour ça d'ailleurs qu'on pense d'abord vieillissement et pas forcément handicap ou pathologie, parce que ben, y a le baby boom, parce qu'on en parle à l'heure actuelle avec les problèmes des retraites, et donc on est vraiment dedans. Et finalement, la population est de plus en plus nombreuse, mais surtout plus âgée, puisque ben, on a eu la chance de pouvoir faire des tas de bébés après la Deuxième Guerre mondiale, et que ces bébés, ben, ils ont un certain âge, ils sont vieillissants, et que les problématiques ne sont plus les mêmes que, je dirais, pour nos grands-parents, puisque maintenant, les générations n'habitent plus forcément ensemble, et puis ne se voient plus vivre ensemble, il faut dire ce qui est aussi. Donc, ça va jouer. Et donc, en France, d'ici 30 ans, 40 ans, la France pourrait gagner 700 000 habitants et compter 68,1 millions de personnes, soit 67,4 millions actuellement. Et donc, ça veut dire que les plus de 65 ans représenteraient 29% de la population contre que à peu près 25% maintenant. Donc, ça veut dire que ça va réellement avoir un impact à la fois sur notre économie et en même temps ben, sur le fait que est-ce qu'on a tous les moyens de pouvoir mettre nos parents dans des maisons de retraite et on a vu que ça pouvait être très contradictoire, ça fait partie aussi de l'actualité. Et en même temps, est-ce que ben, nos parents sont en mesure d'aller aussi dans ces maisons de retraite? Parce qu'à un moment donné, il n'y aura pas de la place pour tout le monde. Et puis, on sait tous quand même qu'à un moment donné, c'est parce qu'on a le moins de changements possible que l'on va vieillir le mieux possible. Si on a des parents qui sont vieillissants et qui ont la chance de vieillir à deux, ben autant les laisser dans leur cocon avec leurs habitudes et adapter ce quotidien plutôt que de les mettre dans une maison de retraite ou dans un home, entre guillemets, où là, il va y avoir beaucoup de changements et c'est souvent à ce moment-là où c'est quitte ou double. Soit l'État se redégrade encore plus, soit tout d'un coup, ça peut redonner un coup de fouet. Mais on a beau avoir une idée sur le tempérament de nos parents et le caractère plus ou moins commode de nos parents, il n'empêche que ce n'est pas toujours évident. Et on aurait la même problématique pour la pathologie. Vous avez des personnes qui finalement avaient un caractère très fort, très dynamique, et puis tout d'un coup, parce qu'ils apprennent une maladie, eh bien, se laissent aller, et d'autres, tout d'un coup, vont avoir un esprit challenger, alors qu'on n'aurait pas imaginé forcément qu'ils avaient un esprit comme ça. Donc, c'est vrai que c'est dans ces moments-là, souvent, on découvre aussi les gens, on découvre aussi qui sont nos vrais amis et nos battants pour pouvoir nous aider à affronter ces moments difficiles de la vie. Donc, voilà. Donc la vigilance, c'est que souvent, finalement, on parle vieillissement, mais comme je vous l'ai dit, ça peut être maladie, ça peut être handicap. Et que la maladie ou le handicap, ben, il n'y a pas d'âge. Et donc ça aussi, ça va jouer. C'est-à-dire qu'on peut excuser certaines choses parce que les parents ou les beaux-parents ou le frère et la sœur sont vieillissants. Sur une maladie, sur un handicap, des fois, on est moins réceptif parce qu'on se dit qu'il est jeune, il a encore la vie devant lui, allez, on y va. Mais ce n'est pas toujours facile de mobiliser les troupes. Donc, nos besoins et nos dépenses au niveau physique vont évoluer. On sait très bien que nos besoins évoluent aussi tout au long de la vie. Quand vous êtes enfant, il y a une phase de croissance, adolescence encore plus,
jeune adulte, adulte et début de la retraite, entre guillemets, eh bien, vos besoins sont les mêmes. Et puis après, en vieillissant, on sait aussi que notre organisme n'a plus les mêmes besoins. Puisque finalement, pour faire la même chose, on va demander à notre organisme plus d'énergie pour arriver au même statut. Donc là, on est toujours dans le vieillissement. Je donne toujours l'exemple de la parcelle de terrain avec la tondeuse qui, il y a 30 ans, n'était pas autotractée et vous la poussiez et ça se passait très bien et vous y arriviez. Et maintenant, pour la même surface de terrain, mais une tondeuse qui est autotractée, finalement, voir un tracteur, ça vous prend beaucoup plus d'énergie. Donc, ça veut vraiment dire que nos besoins évoluent au fur et à mesure de notre vie en fonction des dépenses énergétiques. La dépense énergétique, elle peut être de l'activité physique, elle peut être la dépense au quotidien. Le fait de bouger, de faire les courses, du ménage, du bricolage, c'est une dépense énergétique que nous faisons. Mais le fait aussi d'ajouter le vieillissement, la maladie ou le handicap va accentuer la dépense de notre organisme, puisqu'il va devoir compenser et répondre au mieux aux besoins. Quand vous êtes malade, vous voyez bien, quand vous avez une grippe ou quand vous avez une gastro, on est physiquement fatigué parce que nos besoins ne sont plus les mêmes et nos dépenses ne sont plus les mêmes. Et souvent, dans ces périodes-là, on n'arrive pas à associer nos besoins en fonction de nos dépenses. Typiquement, vous avez une grosse grippe, vous avez de la fièvre, vous n'êtes pas bien, vous êtes au fond de votre lit, vous n'avez pas faim. Donc, ce qui se passe, c'est que vous diminuez vos apports énergétiques alors que vos dépenses, elles, augmentent parce que justement, vous ne vous nourrissez pas bien, parce que vous avez de la fièvre, parce que vous êtes fatigué, parce que votre système immunitaire lutte contre la pathologie. Donc, vous augmentez vos dépenses. Et donc, forcément, le décalage fait que vous allez surcompenser après. Quand on me dit, moi j'ai eu une bonne gastro, c'est bon, j'ai perdu 2-3 kilos, souvent, ce n'est pas les 2-3 kilos, vous n'allez pas les garder. Vous allez les reprendre, voire un peu plus, parce que votre organisme est bien fait, il va surcompenser pour être sûr de permettre à votre système immunitaire de pouvoir se rebattre et de pouvoir relancer une dynamique s'il en était, si c'était nécessaire. Donc, c'est vrai qu'il faut faire attention à ça. On a nos besoins, on a nos dépenses et il faut arriver à avoir un juste milieu, un équilibre pour être sûr que notre organisme reste en meilleure santé ou puisse se battre contre une pathologie, contre le vieillissement, contre un handicap le mieux possible. Mais souvent, ce n'est pas le cas. Donc souvent, en plus, on a la pathologie, on a le vieillissement, on a le handicap et en plus, on a un déséquilibre alimentaire qui s'instaure. Donc le but, c'est d'essayer de valoriser un équilibre le plus juste possible qui donne le plus envie aussi d'être pris en compte par nos papilles, par les 5 sens, par tout ça, pour stimuler l'appétit et l'envie de manger et l'envie finalement de gérer au mieux cet écart et de le limiter. Donc, les besoins de notre organisme, ils sont de 2 ordres. Nous avons le métabolisme de base. Ce métabolisme de base, c'est ce que vous dépensez quand vous êtes au repos, c'est-à-dire quand vous dormez et que vous ne faites rien, avec un sommeil plutôt paisible, vous avez ce qu'on appelle une dépense de repos, un métabolisme de base, c'est ce que vous dépensez quand vous ne faites rien. Et il n'est quand même pas négligeable, ce métabolisme de base, puisque qu'est-ce que vous faites la nuit? Vous dormez, mais le cœur, heureusement, continue de battre. Vous continuez aussi de respirer. Vous continuez aussi d'avoir plus ou moins chaud et de thermoréguler votre température corporelle pour s'adapter en fonction de s'il fait froid, s'il fait chaud. Vous allez également avoir un tube digestif qui va, en fonction de l'heure à laquelle vous avez mangé, marcher. Et la première chose que vous faites en vous levant le matin, voir si vous n'y êtes pas allé la nuit, c'est aller aux toilettes. Donc, ça veut vraiment dire aussi que tout ça, ça a bien marché, ce qui est plutôt rassurant, on est d'accord. Mais ça veut dire qu'il y a quand même une dépense énergétique qui est loin d'être négligeable quand vous ne faites rien. Donc, cette dépense énergétique de base, elle va être calculée sur votre activité, je dirais, énergétique moyenne en fonction de votre métabolisme. Vous avez des gens, par exemple, qui vont passer devant la boulangerie, qui ne vont pas s'arrêter, mais qui vont déjà prendre 3 kilos parce qu'ils ont juste regardé les pâtisseries. Et là, ils ont un métabolisme plutôt lent. Et puis, vous avez des gens, ils vont rentrer dans la boulangerie, s'acheter 3 pâtisseries et ils n'auront toujours pas pris les 3 kilos. Donc, ils ont un métabolisme plutôt rapide. Donc, on n'est pas tous égaux non plus en fonction de ce métabolisme de base. Et plus on fait d'activité physique, plus on se bouge au quotidien, plus notre métabolisme de base va être haut. Certaines personnes stressées vont prendre du poids, d'autres vont plutôt perdre du poids, alors qu'ils n'ont pas forcément changé ce qu'ils mangeaient. Donc ça va aussi jouer.
C'est-à-dire qu'on se connaît, on sait comment on va réagir et en fonction des événements de la vie, on voit que finalement, ça peut basculer dans un sens ou dans un autre et on n'aurait pas forcément programmé que notre métabolisme de base allait avoir cet impact-là sur notre organisme. Donc, le métabolisme de base, c'est ce que je dépense en matière d'énergie, de calories, quand je ne fais rien. Et à ça, on va ajouter le deuxième élément de dépenses énergétiques, qui sont les dépenses quotidiennes. Vous êtes en train de m'écouter, vous avez une dépense énergétique. Marcher, faire du bricolage, du jardinage, du ménage, comme j'ai dit tout à l'heure, fait que vous allez accentuer votre métabolisme de base, vous allez ajouter une dépense énergétique à votre métabolisme de base. Aller faire du sport, vous ajoutez une dépense métabolique encore plus importante. Voilà. Et là-dessus non plus, nous ne sommes pas égaux. Vous avez des gens qui vont dépenser énormément d'énergie, qui vont être très essoufflés sur des petites activités, alors que vous, à côté, ça ne vous fait rien et vous n'avez même pas transpiré. Donc, on n'est pas égaux non plus dans ces dépenses énergétiques du quotidien. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'effectivement, notre métabolisme de base, plus ces dépenses énergétiques quotidiennes et sportives, on n'est pas tous égaux et ça peut aussi évoluer en fonction du moment de vie où nous nous situons, de notre vieillissement, de notre métabolisme, s'il va être impacté par une maladie ou un handicap. Donc, l'équilibre alimentaire, le but, c'est d'apporter à notre organisme tout ce dont il a besoin pour répondre au mieux aux dépenses énergétiques journalières et quotidiennes. Et donc, on va l'adapter en fonction des journées. Il y a des journées où vous mangez spontanément plus que d'autres parce que vous avez plus faim, vous avez l'impression d'avoir eu besoin de plus d'énergie. Puis, il y a des journées où vous n'avez pas très faim, soit parce qu'il y a eu moins d'activité au quotidien, soit parce que tout va bien et que voilà. Et d'ailleurs, vous le voyez bien, là, quand il va se mettre à faire très très chaud, souvent, on n'a pas beaucoup d'appétit, on n'a pas très faim, alors que physiologiquement parlant, on a quand même une dépense liée à la chaleur corporelle, à l'adaptation qui va être plus importante. Quand il fait froid, on a exactement la même chose. Donc, le but de l'équilibre alimentaire pour une personne bien portante, en bonne santé, c'est vraiment d'adapter notre équilibre alimentaire à nos sensations, mais également à nos besoins énergétiques. Ce qui est plus compliqué pour une personne en vieillissement ou en handicap ou avec une pathologie, c'est qu'en fait, on a du mal à évaluer ce que représente la dépense supplémentaire liée à cette problématique. Et qu'en plus, cette problématique, par exemple sur une pathologie, fait qu'on peut avoir des goûts, des dégoûts, des odeurs qui vont nous donner des envies désagréables ou des retours désagréables. Donc, en plus, ça va avoir un impact sur le fait que je mange pas, j'aime plus, et comment je fais pour m'alimenter. Et donc, tout ça, on va le voir également. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est vraiment manger de tout en quantité adaptée en fonction de nos dépenses quotidiennes, mais également aussi en fonction de nos sensations et de nos goûts et de nos dégoûts. Donc là, je vous montre ce qu'on appelle la pyramide alimentaire. Alors, elle est un peu vieillissante. Il y a des nouveaux schémas qui sont proposés, mais je trouve que celui-ci est le plus parlant, puisqu'il représente vraiment la base de notre équilibre alimentaire. C'est ce qui est le plus vital pour notre organisme. Et plus vous montez sur le haut de la pyramide, plus finalement, c'est plutôt du superficiel, c'est plutôt pour le côté plaisir que le côté vital pour notre organisme. Donc, la base de notre équilibre alimentaire, c'est la famille des féculents. Tout ce qui est pain, pâtes, riz, pommes de terre, blé, semoule, légumes secs, lentilles, flageolets, haricots blancs, haricots rouges, farine, céréales, tout ce que l'on peut trouver dans, par exemple, une quiche, une pizza, tout ce qui va être aussi les gâteaux, voilà. Tout ça, c'est la base de notre équilibre alimentaire, c'est la famille des féculents. On les appelle les féculents parce qu'ils vous apportent des sucres lents, des glucides lents, qui ont pour but d'apporter de l'énergie disponible dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous les avez ingérés. C'est ce qui fait qu'à la fois, vous avez une sensation de rassasiement intéressante et vous allez aussi avoir de l'énergie disponible pour vos activités jusqu'au repas suivant. Donc, cette famille des féculents, elle est vraiment importante pour cette raison énergétique. On peut la consommer en plus ou moins blanc, complet, semi-complet. Là, c'est plutôt d'un point de vue goût et d'un point de vue rassasiement. Quelqu'un qui a un très gros appétit, peut-être que le complément, les féculents complets fera qu'il en mangera un peu moins parce que ça demande plus de mastication, ça demande plus de digestion importante par le biais de notre organisme. Donc, cette famille-là, en fait, on va en consommer à chaque repas en fonction aussi de la dépense énergétique que l'on va avoir.
Si ce midi, vous mangez des féculents, ce que je vous souhaite, et qu'à côté, cet après-midi, vous allez au cinéma, votre dépense énergétique ne va pas être très importante. Donc, ce n'est pas la peine de se faire la plâtrée de pâtes. Par contre, si vous allez vous balader cet après-midi, vous faites 9 ou 12 km de randonnée et que comme en Normandie, il ne fait pas bien chaud et plutôt humide, eh bien là, forcément, votre dépense énergétique ne va pas être la même. Donc là, il faut augmenter votre potentiel de féculents. Idéalement, on dit toujours que les féculents, c'est l'équivalent du poing de la main. Et on peut le doubler en fonction de ce qu'on va doubler aussi les autres familles d'aliments. Donc les féculents à chaque repas, en quantité adaptée en fonction de votre appétit et en fonction de la dépense énergétique que vous allez avoir. Si vous faites par exemple des pâtes ou du riz plus du pain, dans ces cas-là, mettez un peu moins de pâtes et un peu moins de riz pour pouvoir avoir votre morceau de pain. Sinon, vous doublez la mise. Ensuite, nous avons la famille des fruits et légumes. La famille des fruits et légumes, elles vont vous apporter des vitamines, des minéraux et une quantité non négligeable d'eau. On voit bien en fonction du type de saison où nous sommes, eh bien, nous allons avoir des fruits plus ou moins gorgés en eau. C'est ce qui fait aussi que l'été, spontanément, on va manger plus de fruits et de légumes crus gorgés d'eau pour compenser aussi le fait qu'il fait chaud et donc pour mieux thermoréguler au niveau corporel. Ces fruits et ces légumes, on va essayer de les consommer de saison, à la fois pour un problème de budget, et puis parce que si vous consommez des tomates en plein mois de décembre, eh bien limite, les vitamines et les minéraux ne sont quasiment pas présents puisqu'ils auront dû voyager et donc ils auront été cueillis et récoltés un peu trop tôt. Avant maturité, ils finiront de mûrir dans les cales d'un bateau ou dans un camion. Donc ça va jouer également. Les légumes et les fruits, on vous dit qu'il faut consommer 5 fruits et légumes par jour. Ce n'est pas 5 fruits, 5 légumes, c'est 5 au total. On consomme principalement, et dans nos habitudes alimentaires, des légumes au moment du repas du midi et du soir. Et idéalement, vous allez en consommer sur les mêmes volumes, les mêmes quantités que la portion de féculents. Faites juste attention au fait que, par exemple, la salade, laitue, mâche, endive, batavia, beaucoup de volume, mais en poids, vous n'avez pas grand-chose. Donc là, peut-être qu'il faudra ajouter autre chose à cette salade pour faire un petit peu plus de poids. Les fruits, on va en consommer 3 par jour, c'est 3 portions. Quand on parle de portions, c'est un petit verre de jus. Et quand je parle de petit verre, soyez vigilants, si vous aviez dû presser votre orange, eh bien, voyez ce que ça donne, ce n'est pas beaucoup. Et ça peut être aussi 2 kiwis, 3 clémentines, ça peut être un ramequin de fraises et pas toute la barquette. Ça peut être une poignée de cerises et pas la moitié de la branche de l'arbre. Donc faites attention quand même à ça. Et on vous dit 3 portions de fruits parce qu'il faut être vigilant dans le fait que le fruit contient du fructose, qui est du bon sucre, de bonne qualité nutritionnelle, mais ça reste un sucre qui, contrairement au féculent, va être un sucre simple, donc digéré rapidement par votre organisme. Et s'il n'y a pas d'activité physique suffisante, l'excès de sucre pour un organisme qui est en bonne santé va être transformé en matière grasse et stocké sous forme de matière grasse. Donc faites attention à ça. Donc on dit bien 3 portions de fruits par jour et 2 portions de légumes. Et les portions de légumes à peu près à la même quantité, le même volume que les pâtes, le riz ou les pommes de terre. Le fait d'avoir et légumes et féculents à chaque repas, vous allez avoir une complémentarité de fibres alimentaires qui va vous permettre d'avoir une sensation de rassasiement quand même intéressante. Si vous mangez que des pâtes, vous allez effectivement avoir une sensation de rassasiement dans les 3 à 4 heures qui suivent le moment où vous les avez consommées. Si vous mangez que des haricots verts, vous allez avoir une sensation de rassasiement qui va durer qu'1 heure, 1 heure et demie. Donc forcément, vous allez avoir tendance à vouloir remanger autre chose après. Donc faites aussi attention à ça. Le fait d'associer les deux vous permet d'avoir une sensation de rassasiement plus intéressante. Et pensez aux fruits et légumes de saison. Tout ce qui va être produit basique en congélation ou en surgélation, en conservation ou en surgélation, sont de bonne qualité nutritionnelle puisqu'ils sont mis en conservation ou en surgélation dans les 2 heures qui suivent le moment où ils ont été cueillis. Donc la perte en vitamines et minéraux est quasiment nulle. Alors que des fois, votre concombre qui est depuis 10 jours dans le bac à légumes, vous voyez bien au niveau de la tête que la vitamine et les minéraux, ils ne sont pas forcément encore là de façon très, très importante. Ensuite, nous avons la famille des protéines. Les protéines, c'est tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, mais également les produits laitiers.
La famille des protéines permet d'apporter à votre organisme une source non négligeable de protéines, justement, de bonne qualité nutritionnelle, qui vous permet d'avoir des muscles en bonne santé. Et ça, on sait que pour le vieillissement, le handicap ou la pathologie, ce qu'il faut, c'est maintenir une musculature suffisamment correcte pour tenir debout. Si en plus vous vous cassez la figure tous les 4 matins, ça va être compliqué à gérer. Donc le but, c'est vraiment de tenir debout. Le but, ce n'est pas non plus d'en consommer de trop, parce que si vous en consommez de trop, eh bien, ça va être éliminé par vos reins et donc ça va fatiguer vos reins. Donc, il faut trouver le juste milieu. Pour tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, on met 1 à 2 portions par jour en fonction de la portion. Et souvent, ce que vous achetez, ce sont des portions qui sont standardisées. On dit environ 150 grammes de viande, poisson ou œuf par jour. Donc, ça peut faire un petit steak haché et un œuf dur le soir, par exemple. Mais si c'est un peu plus copieux parce que vous avez une belle bavette, par exemple, eh bien dans ces cas-là, il n'y en aura peut-être pas le soir. Et donc, tout ce qui est viande, poisson, œuf, je vous dis, c'est à un ou aux 2 repas en fonction de la quantité et de vos habitudes alimentaires. On parle bien de viande grillée, mijotée à rôtir, mais également tout ce qui va être une tranche de jambon, 2 œufs durs, des sardines, filets de maquereau et ce genre de choses. Donc, pensez à tout ça. Pour les protéines végétales, j'y arrive. On a également les protéines contenues dans les produits laitiers. Donc, les produits laitiers, ça vous apporte des protéines et également du calcium, alors que les viandes et le poisson vous apportent de l'iode et du fer qui sont tout aussi intéressants. Et le calcium, c'est vrai que c'est ciblé sur les produits laitiers puisque c'est un calcium qui va être mieux absorbé que celui qui est contenu dans les pâtes, le riz, les pommes de terre ou dans les végétaux. Donc, c'est important de le savoir. En portions de produits laitiers, c'est 2 à 3 portions par jour. Quand on parle de portions, c'est un yaourt, c'est un petit verre de lait, c'est 30 grammes de fromage. 30 grammes de fromage, c'est le V de la victoire, hein. Ce n'est pas la moitié du camembert. Donc, faites attention à ça. Et donc ça, on va en consommer 2 à 3 fois par jour en fonction de nos habitudes alimentaires. Et plutôt 1 fois par jour du fromage, puisque c'est quand même plus riche en matières grasses. Pour les protéines d'origine végétale, pour les personnes qui ne consomment pas de viande, poisson ou œufs, eh bien, vous pouvez avoir une substitution par le biais d'une association. Vous doublez la mise en source de féculents. Ça peut être céréales féculents, ça peut être légumineuses féculents, ça peut être légumineuses plus céréales. Et le fait de doubler la mise en matière de féculents sur votre repas, vous allez avoir une complémentarité d'acides aminés essentiels qui vont vous permettre d'avoir ce même apport en protéines que sur un œuf. La problématique de la famille des féculents, c'est qu'ils ne contiennent pas 8 acides aminés essentiels comme peut le contenir la viande, le poisson ou les œufs, mais ils n'en contiennent que 6 à 7, d'où l'intérêt de les associer en même quantité pour pouvoir être sûr que vous ayez à la fin ces 8 acides aminés essentiels complémentaires pour fabriquer des protéines de bonne valeur biologique similaires à celles d'un œuf ou d'une sardine. Voilà. Ensuite, vous avez les matières grasses ajoutées. Ce que j'appelle matières grasses ajoutées, c'est tout ce qui est l'huile, le beurre, la crème fraîche, margarine. On trouve effectivement des matières grasses dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits laitiers, produits de la mer. À vous de voir, ce qu'il faut, c'est que vous allez varier effectivement vos sources de viande, poisson ou œufs pour ne pas consommer que des produits gras ou des produits maigres. Il faut vraiment varier ces sources de viande, poisson, œufs, comme vous pouvez varier en fonction de la saisonnalité, les fruits et les légumes de saison. Voilà. Et les produits laitiers, c'est pareil, faites attention, ce qu'il faut, c'est varier aussi vos sources de fromage, de produits laitiers. Le calcium sur le produit laitier n'a pas d'impact sur la matière grasse. Donc, même si vous prenez des produits allégés, il y aura quand même du calcium. Ce n'est pas une association, il n'y a pas une relation de cause à effet entre matière grasse et calcium. Donc, pour les matières grasses d'origine ajoutée, qui peuvent être d'origine animale, alors les oléagineux, ils sont dans la famille des féculents. Alors, ils sont à la fois dans la famille des féculents et en même temps dans tout ce qui est fruits secs. Voilà. Mais effectivement, comme on en fait de l'huile, eh bien, on va en consommer en petite quantité. On parle plutôt de petites poignées de 30 grammes environ. Mais c'est une bonne astuce aussi pour varier les fruits de saison quand on est comme en ce moment entre deux. Donc, c'est une bonne astuce. Et donc, les huiles, le beurre, la margarine et la crème, c'est ce qu'on appelle des ajoutées parce que gustativement, elles ont un intérêt. C'est ce qui donne du goût. Hein. Si vous avez juste des haricots verts cuits à l'eau et un blanc de poulet grillé,
une fois, deux fois, après, vous commencez à trouver que c'est un peu fadouille. Alors que si vous avez des haricots verts avec un petit beurre persillé et puis une petite crème fraîche au cumin ou au curry pour accompagner votre blanc de poulet, c'est plutôt sympa. Et en plus, ces matières grasses, elles ont un intérêt nutritionnel parce qu'elles vous apportent des vitamines A, D, E, K que l'on ne trouve que dans les matières grasses. Elles sont dites liposolubles. Et donc, c'est important aussi parce qu'elles aident à renouveler vos cellules. Et donc, on a vu qu'en vieillissant, finalement, nos cellules, elles mettent plus de temps à se renouveler. Avec le handicap, c'est pareil. Et donc, et les pathologies aussi. Donc, finalement, ces matières grasses, on en a vraiment besoin. Elles sont importantes en quantité limitée, mais elles sont importantes pour notre organisme. Et elles vont vous apporter des acides gras essentiels qu'on ne trouve pas ailleurs, que vous ne fabriquez pas. Donc, c'est vraiment important. Les huiles, c'est toutes 100% de matière grasse. Et en fonction du choix de l'huile que vous allez avoir, les acides gras essentiels qui les composent ne seront pas les mêmes. D'où l'intérêt aussi de varier en fonction de la saisonnalité, en fonction des plats que vous préparez, les différentes huiles que vous pouvez avoir. En ce moment, on va arriver sur les tomates, sur ce genre de choses, donc peut-être que l'huile d'olive s'y prête mieux. Mais s'il vous reste des endives, de la mâche, eh bien l'huile de noix, peut-être que ça peut permettre d'apporter d'autres acides gras essentiels et gustativement autre chose. Les huiles type noix, colza, soja ne se cuisinent pas à chaud parce qu'elles ont des oméga 6 et 3 qui sont très volatiles. Donc, vous allez acheter une huile plus chère. Le but, ce n'est pas de la faire cuire pour que les propriétés pour lesquelles vous avez acheté plus cher cette huile ne se reconnaissent pas, ne soient pas présentes dans le produit fini. Par contre, tout ce qui est l'huile d'olive ou ce genre de choses se cuisine à chaud ou à froid. Donc ça, c'est important. Le beurre et la margarine, c'est tous les deux 82% de matière grasse s'ils sont normaux. S'ils sont allégés, forcément, c'est un produit qui va être allégé en matière grasse. Et ce qui va varier, c'est que le beurre est à matière grasse d'origine animale, alors que la margarine va être une matière grasse d'origine végétale. Le beurre ne contient pas du tout de sel, sauf s'il est demi-sel, alors que la margarine en contient toujours un petit peu. Faites attention à ça. Et la crème fraîche, qu'elle soit semée épaisse ou liquide, c'est 30% de matière grasse, sauf si vous la prenez allégée. Voilà. Donc cette famille-là, on en a quand même besoin. Et tout en haut, la famille qui est en haut de la pyramide, eh bien, c'est plutôt la famille plaisir. C'est-à-dire que nutritionnellement parlant, autant vous dire que le trop gras, trop sucré, trop salé, aucun impact, voire plutôt un désimpact. Par contre, nutritionnellement parlant, ça donne envie de manger. C'est-à-dire que votre tartine de pain le matin, s'il y a un peu de confiture, c'est ce qui va faire la différence. Le petit carré de chocolat en fin de journée, ben, tout d'un coup, c'est ce qui fait qu'on va avoir un petit peu de plaisir à finir son repas ou pour des problèmes de déshydratation à boire un café en plus, par exemple. Donc ça, il faut le faire vraiment attention à cette famille-là, c'est-à-dire c'est ponctuellement, avec en quantité adaptée, mais il faut aussi prendre conscience que c'est ce qui peut stimuler l'intérêt de nos aidants à manger, de nos aider en tout cas. Donc, il faut aussi le prendre en compte. Voilà. Donc, l'équilibre alimentaire, c'est manger de tout en quantité adaptée et il faut que ce soit la règle des 5. Je m'explique. À chaque repas, vous devez avoir une source de viande, poisson ou œuf ou un équivalent végétal au niveau protéines, une source de légumes, une source de féculents, des pâtes, du riz, des pommes de terre, un produit laitier et un fruit. Ça, c'est la base de l'équilibre alimentaire. Que l'on soit en bonne santé ou avec un souci, il faut que l'équilibre alimentaire, ce soit à chaque repas cette règle des 5. Et la base de notre équilibre alimentaire, qui est vitale pour notre organisme, c'est l'eau. L'eau, c'est physiologique. S'il n'y a pas d'eau, ça ne marche pas. Vous pouvez manger tout ce que vous voulez, ça ne marche pas. D'ailleurs, quand on fait la grève de la faim, on boit. C'est ce qui nous permet de tenir le coup. Donc, c'est vital. Et l'eau, quand on vous dit qu'il faut boire 1,5 litre d'eau par jour, c'est 1,5 litre tout compris. Eau, café, thé, jus, potage, tout. Donc, si je bois un petit verre de jus, il est à la fois en apport hydrique et à la fois dans la famille des fruits et légumes. Si je bois un potage, c'est à la fois un apport hydrique et à la fois des légumes. Si je bois un verre de lait, on est pareil. D'accord? Ce qui est boisson alcoolisée, déshydrate, n'hydrate pas. Donc là, on ne compte pas. Donc, la base de l'équilibre alimentaire, c'est boire 1,5 litre à 2 litres en fonction de la température extérieure et la règle des 5. Cette référence-là, c'est ce qui va nous servir à rebondir pour adapter au mieux le plateau repas ou le repas que vous allez préparer pour vos convives et entre autres pour la personne que vous aidez. Alors effectivement, dans Pascal, tout ce qui est margarine, les lipides peuvent être réhydrogénés. Alors c'est plutôt pour les margarines type allégées.
ou travailler riche en oméga ou ce genre de choses. Mais souvent, c'est des produits que vous achetez beaucoup plus cher. Et c'est vrai que je me permets de dire que plus vous achetez des produits basiques, plus ils sont de qualité nutritionnelle optimum et plus au niveau du porte-monnaie, c'est adapté. Donc, la fameuse règle des 5 à chaque repas, midi et soir. En fait, on va voir quelles sont les conséquences du vieillissement. Et donc, on pourrait avoir les mêmes conséquences sur un handicap ou sur une pathologie au final. Donc, la problématique, c'est d'abord un problème bucco-dentaire. C'est-à-dire qu'en vieillissant, vous n'avez plus forcément toutes vos dents, vous n'avez plus forcément aussi d'énergie pour bien mastiquer. Et la première étape de la digestion, c'est la mastication. C'est parce que vous allez mastiquer que vous allez saliver et donc vous allez donner une impulsion à votre estomac pour lui dire fabrique de l'acidité, maintenant on doit digérer. Donc si vous mangez trop vite, si vous ne mastiquez pas suffisamment ou si vous n'avez plus une capacité dentaire qui permet une bonne mastication, ça veut dire qu'il y a déjà une première étape qui est limitée. Ça veut dire que les aliments arrivent mal broyés, mal mâchés dans l'estomac. Et donc, l'acidité de l'estomac va être accentuée pour commencer, pour contrecarrer cette première phase de digestion qui n'a pas été optimum. Donc, ça fait des reflux, ça fait des ballonnements, voilà, ce qui est franchement très désagréable. Et plus vous avez de reflux, plus vous avez d'acidité en bouche, moins vous avez des dents en bonne santé, puisque l'acidité du reflux attaque l'émail. Donc vraiment, les problèmes bucco-dentaires, il faut savoir à la fois évaluer dans quel état sont mes dents. Il va falloir évaluer aussi nos besoins. Est-ce que je dois adapter la texture du repas en fonction de ce problème? Et puis aussi vérifier s'il n'y a pas des aftes ou ce genre de choses. Du muguet, on a du muguet chez les personnes âgées ou chez certaines personnes malades à cause des traitements. Il n'y a pas que chez les enfants. Et donc forcément, si vous avez la bouche pleine d'aftes, vous n'avez pas envie de manger, vous avez mal. Donc ça ne va pas. Le manque d'appétit et la modification du goût et de nos habitudes alimentaires vont avoir un impact. Quand vous vieillissez, on voit bien qu'on a moins d'appétit, on ne mange pas de la même manière, nos envies ne sont plus les mêmes, les goûts changent. On a exactement la même chose pour une pathologie. Je pense aux gens qui malheureusement ont des chimiothérapies ou des radiothérapies. On voit bien que les goûts changent, que les textures de certains aliments ne passent plus, que l'odeur peut être dérangeante. Et finalement, en fonction de la fatigue, l'appétit peut être vraiment plus ou moins diminué ou alors très accentué. Vous avez des personnes qui vont compenser, ils sont tellement fatigués ou alors qui ont tellement des nausées, des aigreurs, des choses comme ça, des envies de vomissement, que le fait de manger à longueur de journée va limiter cette acidité. Voilà. La déshydratation, donc on va voir quelle est la cause de déshydratation. Et la première cause de déshydratation, c'est la fatigue. Donc c'est un cercle vicieux. Si vous ne buvez pas assez, vous êtes fatigué. Si vous êtes fatigué, vous n'avez plus d'énergie pour manger, donc vous maigrissez. L'ostéoporose, c'est une pathologie qui fait que vos os sont moins solides, donc on va le voir également. Si vos os sont moins solides, ça veut dire que si jamais vous chutez ou vous prenez les pieds dans le tapis, mais vous risquez plus d'une fracture que quelqu'un qui a une capacité osseuse de bonne qualité. Et donc ça va jouer. Si vous êtes déjà malade, vieillissant, si on a déjà du mal à vous maintenir à domicile et qu'en plus vous vous cassez le col du fémur, autant vous dire que là, on est sur de la cata. Dénutrition, on verra quelle est la définition de la dénutrition et ce qu'on peut faire. Et la sarcopénie. La sarcopénie, c'est une diminution de la capacité musculaire. Alors, donc les problèmes bucco-dentaires. Les problèmes bucco-dentaires, on pense vieillissement, mais finalement, on a tous des exemples de gens qui ont une qualité dentaire plus ou moins importante. Et vous avez des gens qui ont toujours eu des soucis dentaires et des gens qui ont toujours eu des très bonnes dents alors qu'ils n'ont pas forcément une hygiène adaptée à la qualité de leurs dents. Donc, les problèmes bucco-dentaires, ils peuvent être multiples. Ça peut être un appareillage adapté ou inadapté ou un appareillage qui ne tient plus. Quelqu'un qui a perdu beaucoup de poids fait que l'appareillage, il n'est plus tenu par les mandibules parce que les mandibules, les maxillaires, finalement, osseuses, vont être de moins bonne qualité et donc ne soutiendront plus l'appareillage. Donc, des fois, il vaut mieux se dire, c'est tout, si l'appareillage ne convient pas, on adapte la texture du repas et on fait sans l'appareillage plutôt que de se forcer à faire avec l'appareillage, où finalement, ça va faire clap-clap, ça ne marchera pas. Et surtout, on risque d'irriter la sphère buccale ou de créer des lésions au niveau de la sphère buccale. Donc, vraiment,
vérifiez ça. Est-ce que l'appareillage est adapté? Est-ce que c'est mieux avec ou sans? Est-ce qu'on a moyen de réajuster un appareillage? Pareil, des dents qui sont… quand on a mal aux dents, des fois, il vaut mieux retirer les dents et repartir sur une base plutôt saine plutôt que de continuer avec 3 dents où finalement, ça ne marche pas. Je tiens quand même à préciser que toujours dans un phénomène de mastication, la digestion se fait grâce à la mastication, c'est la première étape, parce qu'il y a aussi une résonance osseuse. Donc, des fois, un appareillage pas adapté ou par exemple un bridge ou quelque chose qui n'est pas bien mis fait que la résonance osseuse ne se fait plus. Alors que des fois, un bon implant ou un appareillage non mis, mais qui permet quand même d'avoir une résonance osseuse, est plus efficace. Il faut effectivement vérifier à ce qu'on aille bien chez le dentiste régulièrement. Alors, à la fois quand on est malade, quand on est vieillissant, mais avant. C'est parce que vous avez contrôlé toute votre vie durant l'état de vos dents que si jamais qu'il y a un problème, vous allez pouvoir le prendre en charge au bon moment et pas trop tard. Et à l'heure actuelle, trouver un dentiste, autant vous dire que c'est compliqué. Donc, il vaut mieux être dans les fichiers d'un dentiste, y aller tous les ans pour un détartrage ou juste vérifier que tout va bien, plutôt que de se dire non, tout va bien, j'y vais pas parce que j'ai un peu les pétoches d'y aller. Pareil, les soins. Pour des personnes qui ont un problème, qui ont du mal à ouvrir la bouche, qui ont du mal à se laver les dents chez les personnes d'un certain âge, ou alors chez les personnes qui finalement vont avoir un appareillage parce qu'il y a des troubles de la déglutition ou parce que finalement ils ont une capsule ou ce genre de choses mis en place, pensez aussi à faire tout ce qui est bain de bouche. Les bains de bouche, c'est intéressant pour les personnes qui ont du mal à se laver les dents. Ça permet déjà de limiter. Et pareil, le bain de bouche sur un coton-tige, il existe des cotons-tiges un peu longs que vous trouvez en pharmacie et vous trempez. Et pour éviter les aftes ou pour vérifier quand même qu'il n'y ait pas de micro-lésions intérieures, eh bien, ça peut permettre aussi d'aider les personnes à soulager les personnes. Les textures, on peut les adapter. C'est-à-dire que si tout va bien, comme vous, comme moi, finalement, on mastique, on mange, tout va bien. Par contre, en fonction de l'état bucco-dentaire, en fonction des problèmes de déglutition ou alors d'écœurement, il faut adapter les textures. Les textures, elles peuvent être lisses, semi-hachées, hachées ou alors en tout petits morceaux. Pensez à ça. Le but aussi, c'est de rendre les personnes autonomes, qu'ils restent autonomes le plus longtemps possible. Donc, au niveau des textures, pensez à adapter la texture en fonction de ce qui passe le mieux et de ce qui est plus adapté. Peut-être couper différemment aussi une viande ou des légumes pour que ça soit plus facile à prendre. Pensez aussi, alors c'est pareil dans le vieillissement, alors ce n'est pas tout à fait un problème bucco-dentaire, mais en règle générale, il existe des choses que vous pouvez trouver en pharmacie. Ça va être des couverts avec une prise plus large. Ça va être des couverts que l'on attache, qui se fixent autour du poignet, comme ça, ils ne tombent pas pour les gens qui ont par exemple le Parkinson, pour des personnes qui sont vite fatigables. Vous avez également des assiettes qui empêchent les butées. C'est-à-dire qu'en fait, le roulement des aliments va revenir forcément au centre de l'assiette. Vous avez aussi des assiettes avec ventouse ou des verres qui restent sur la table ou sur le set de table. Faites attention que le set de table ne se barre pas tous les 4 matins aussi. Donc voilà, il existe aussi des verres, on le verra pour la déshydratation, avec des anses, comme pour les gamins si vous voulez, ou avec le bec canard. Et ça va jouer aussi sur le fait qu'on va rendre une personne plus autonome et qu'elle va pouvoir se gérer. Le fait de se gérer, c'est quand même plus agréable que d'être coincé ou quelqu'un vous donne la béquille alors que vous n'avez pas du tout envie qu'on vous donne la béquille, c'est très désagréable, ou alors que le débit va être inadapté par rapport aux besoins réels de la personne. Donc les textures, le positionnement aussi de la personne va jouer. Une personne qui a tendance à glisser dans le fauteuil, eh bien finalement à un moment donné, si vous voulez, ici, comment voulez-vous que ça passe? Ça fait un angle. Alors que limite, si elle se tient bien droite, le positionnement sera plus facile pour pouvoir aider les aliments à glisser dans l'arrière-gorge et donc dans l'œsophage. Donc, faites attention à ça. Pensez aussi aux troubles de la déglutition et aux fausses routes. Tout ce qui est fausse route et troubles de la déglutition fait que finalement, ça ne passera pas dans le bon tuyau et donc les personnes vont tousser. À force, à un moment donné, elles n'ont plus confiance, donc elles n'osent plus manger. Donc, elles limitent les quantités parce que ça ne passe pas. Donc, pour les personnes qui ont des troubles de la déglutition ou des problèmes de fausse route, pensez aussi à l'eau gazeuse. Si l'eau gazeuse passe bien et qu'il n'y a pas de toux, c'est que ça peut être un problème de fausse route. Et là, pensez aussi aux textures et aux aides de repas qui peuvent aider aussi à limiter le risque de fausse route et de déglutition. On peut également gélifier. Effectivement, vous avez des poudres en pharmacie qui permettent de gélifier, par exemple, le potage, un thé, un café, un chocolat chaud, pour qu'effectivement ce soit pris soit à la cuillère, soit
ça passe plus facilement. Donc voilà. Mais ça, on le verra aussi pour les problèmes de déshydratation. Le manque d'appétit, modification du goût et des habitudes, eh bien ça, on a tous un exemple. Vous êtes malade, vous avez eu le Covid et puis vous n'avez plus de goût, plus d'odorat pendant 3-4 jours, vous avez vu ce que ça faisait. Eh bien, le fait d'adapter les textures, les températures, les couleurs font aussi que ça va donner du goût. Ça va stimuler l'appétit. Donc là, on peut à la fois adapter le repas au goût du patient. Si par exemple le patient est plus sucré que salé, eh bien le repas du soir, peut-être qu'un riz au lait, un gâteau de semoule comme source de féculents va stimuler l'appétit, la gourmandise. Fractionner les repas, c'est pareil. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'appétit, si vous lui mettez sur le plateau entrée, plat, fromage, dessert, vous l'avez déjà perdu. Alors que si vous faites que le plat et que le produit laitier et le fruit, vous le décalez 1 heure ou 1 heure et demie après, ben peut-être qu'elle le mangera plus facilement. De même, pensez aussi aux textures, puisque les textures, si c'est par exemple une mousse de betterave, peut-être que ça passera mieux que si c'est une purée de betterave. La texture en bouche va être différente. La température aussi. Si tout est trop chaud, ça ne marche pas. Si vous savez que la personne n'a pas beaucoup d'appétit, il vaut mieux mettre des petites quantités sur une petite assiette pour stimuler l'envie de manger et à bonne température, quitte à refaire une deuxième assiette, plus ou moins adaptée à l'appétit si la personne a encore faim. Mais si on vous met une plâtrée de pâtes ou une plâtrée de purée, vous êtes déjà dégoûté avant même d'avoir passé le cap de prendre vos couverts pour le manger. Donc faites attention à ça. Fractionnez les repas, c'est-à-dire sur cette fameuse règle des 5, eh bien, vous adaptez en fonction du goût de la personne. La version potage avec un yaourt, ce n'est pas suffisant au repas du soir. Par contre, potage avec des croûtons et du fromage dedans, peut-être que c'est pas mal. Et là, tout d'un coup, dans votre règle des 5, vous optimisez. Peut-être que le riz au lait pris 1 heure après, ça va donner à la personne l'envie de le manger. Ça peut être une tarte, ça peut être un friand, vous voyez, qui sera la source de féculents, qui se mange facilement, qui donne envie, qui est appétant. Donc voilà. Donc pensez à tout ça. Vigilance aussi sur les médicaments. Et ça vaut pour la déshydratation et ça vaut aussi pour les apports nutritionnels. Si vous avez déjà 4 ou 5 médicaments, voire plus, parce qu'il y a des personnes qui ont 10 médicaments à prendre, avant de passer à table, donc vous avez déjà bu un grand verre d'eau, autant vous dire que là, vous n'avez plus faim. Il y a beaucoup de médicaments qui finalement peuvent se prendre au moment du repas ou après le repas. Il y a très peu de médicaments qui ont une nécessité d'être pris en début de repas. Donc des fois, quand vous avez une compote ou un truc comme ça, prendre un médicament avec une cuillère de compote, ça passe tout aussi bien qu'avec un verre d'eau. Pareil pour le yaourt. Et ça évite de s'être inondé et d'avoir rempli l'estomac plein de flotte et donc de limiter l'impact j'ai plus faim ou j'ai déjà plus faim. Donc ça, pensez-y. Vous pouvez aussi voir avec le médecin traitant parce que des fois, il y a des tas de traitements qui sont restés parce qu'il fallait faire, parce qu'ils étaient depuis 10 ans et qui ne nécessitent plus. Ou alors, il y a des médicaments maintenant sur un cacheton, vous avez 3 ou 4 choses qui peuvent s'associer. Donc ça vaut le coup. Donc faites attention à ça. La déshydratation. Donc la déshydratation, je vous ai dit, la première cause de déshydratation, c'est la fatigue. Et les signes de déshydratation, ça va être les poches grises sous les yeux, le pli cutané, c'est-à-dire que si la peau ne revient pas tout de suite, il y a déjà une déshydratation. Ça peut être un état d'étourdissement. La personne qui n'est plus tout à fait correcte, qui n'est plus cohérente dans ses propos, c'est déjà des signes de déshydratation. L'odeur des urines. Alors, vous n'allez pas forcément aller jusque-là, mais il n'empêche que si la personne ne va quasiment pas aux toilettes et que le peu où elle va, ça sent très fort, c'est qu'elle est déshydratée. Donc, c'est 1,5 litre d'apport hydrique, tout compris par jour. Effectivement, l'eau majoritairement, puisque l'eau contient des minéraux, alors que du thé ou du café, les minéraux sont restés au fond de la bouilloire, c'est ce qu'on appelle le tartre. Donc, forcément, vous n'avez pas les mêmes apports nutritionnels. Par contre, un café ou un thé qui n'est pas sucré, c'est quand même de l'eau. Il n'y a pas d'apport énergétique. Et peut-être qu'un café en milieu de matinée passerait plus qu'un verre d'eau. Pensez que c'est en fonction de l'eau que l'on consomme, il n'y a pas le même goût. La cristalline, l'épar, qui va avoir un goût particulier, l'évian ou la vitelle n'ont pas le même goût. Donc ça peut jouer aussi. La température de l'eau ou la température des boissons. Des fois, une eau très très fraîche passera mieux qu'une eau à température ambiante. Un café chaud passera mieux qu'un café à température ambiante parce qu'il n'a pas été consommé tout de suite. Donc, des fois, il vaut mieux des plus petites tasses, mais plus fréquemment qu'une grosse tasse où finalement, ça ne sera pas fini parce que la température n'y est plus. Le potage aussi, pensez à ça. Les laits aromatisés.
Alors effectivement, ça a du sucre avec le sirop, mais il n'empêche que ça va être bu et ça fait un apport en produits laitiers. Vous voyez, il y a ces petites choses-là qui peuvent ruser. Donc faites attention à ça. Pareil, une personne qui n'a pas beaucoup d'appétit, peut-être plutôt boire en dehors des repas qu'au moment des repas pour éviter de diluer l'apport nutritionnel du repas et donc faire en sorte qu'on n'a de nouveau pas faim. Et puis effectivement, on peut adapter la texture des boissons en fonction des problèmes de fausse route et de déglutition. Pareil, l'eau gazeuse, des fois, ça passe peut-être mieux que d'autres plates. Faites attention à ça. Et on va adapter le contenant, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Adapter parce que le verre, si c'est un verre qui est trop grand, ben, des fois on a déjà plus soif parce qu'il y a trop d'eau. La taille du verre aussi, est-ce que la personne peut le prendre en main? La taille de la cruche. Si vous avez une cruche qui est très lourde, qui n'est pas pratique, vous savez, les trucs où il faut tourner, c'est juste insupportable. Alors que des fois, une petite bouteille, une petite gourde avec un bec canard ou avec un bec sport, un bouchon sport sont plus adaptés. Pareil, là, les bouteilles d'eau, alors même si elles sont toutes petites, celles qui sont à dévisser, ben, les personnes âgées, elles n'y arrivent pas forcément. Alors, il existe des outils qui peuvent aider, mais c'est pareil, là, la petite cristalline où vous avez le petit truc là sur le côté, ça veut dire qu'il faut la prendre sur le côté, il faut bien adapter le bouchon sur le côté. Ça demande un effort surhumain. Donc, pensez à tout ça. L'ostéoporose. L'ostéoporose, c'est une pathologie qui est mal connue et qui est silencieuse, puisqu'en fait, c'est votre os qui va devenir plus spongieux, plus fragile, parce qu'il est moins dense. Si on devait le comparer, vous voyez, entre l'os normal et l'os ostéoporotique, voilà ce qui se passe, c'est-à-dire que les alvéoles entre la masse osseuse est plus importante et donc plus friable, et donc vous encaissez moins les chocs et vous risquez plus de vous le casser. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'ostéoporose, la seule chose que l'on peut faire pour aller mieux, c'est maintenir un calcium et des protéines en suffisance et c'est faire de l'activité physique pour stimuler. Une personne en fauteuil roulant, elle peut très bien faire de l'activité physique. Il y a des jeux de ballon, il y a des choses comme ça qui peuvent se faire. Donc faites attention à ça. Et donc, c'est un problème de santé publique parce qu'il y a quand même 400 000 fractures du col du fémur par an. Donc, il faut faire ça. Effectivement, vitamine D et soleil. Merci Pascal. Et donc, il faut vraiment jouer sur le fait que potentiellement, on peut tous être victimes d'ostéoporose ou déjà avoir un problème d'ostéoporose. Et donc, c'est à tous les âges de la vie qu'il faut maintenir un capital osseux suffisant via la vitamine D et le soleil, via un apport en protéines suffisant et via un apport calcique suffisant. Donc, il y a 440 000 nouveaux cas de tassement vertébraux en France. Donc, au lieu de se tenir droit, on diminue comme ça. Eh bien, ça, c'est déjà un risque d'ostéoporose. Les fractures du poignet et les fractures du col du fémur. Plusieurs facteurs peuvent jouer sur ce problème de l'ostéoporose. Carence en vitamine D, carence en calcium. Les femmes sont plus sujettes que les hommes parce que les problèmes hormonaux, c'est-à-dire que la ménopause fait qu'on n'a plus de stimulation hormonale et donc on est plus sujette à avoir un risque. Mais les hommes vieillissant de plus en plus vieux, finalement, ils ont aussi ce problème d'ostéoporose, mais juste décalé de 10 à 15 ans. S'il y a une ménopause précoce, effectivement, ou des cas de traitement pour les cancers, effectivement, où on va avoir un traitement qui va jouer sur une mauvaise fixation du calcium. On a aussi les cancers du sein avec l'hormonothérapie qui est de 5 à 7 ans après, qui va jouer aussi sur la fixation du calcium. Une minceur excessive, des personnes qui sont de tout petits gabarits, qui sont très fluettes, effectivement, on sait qu'elles ont des os qui sont moins denses, parce que forcément, le squelette est adapté au gabarit. Et donc, forcément, leur capital osseux est déjà moindre au démarrage par le biais de leur morphologie. Le manque d'activité physique, et ça, on sait très bien que pour fixer la protéine, eh bien, il faut de l'activité physique, plus précisément dehors, si on peut avoir de la vitamine D en même temps. Les antécédents familiaux, et ça, vous n'y pouvez rien. Si votre maman avait de l'ostéoporose, elle a un grand risque d'avoir de l'ostéoporose. La consommation excessive d'alcool, puisque l'alcool déshydrate et n'hydrate pas, et fait qu'on va avoir à un moment donné moins d'appétit pour le reste. Et puis le tabac. Donc tout ça, ce sont des facteurs qui peuvent jouer sur l'ostéoporose. Donc ce qu'il faut vraiment être vigilant, c'est les apports nutritionnels suffisants en protéines, qu'elles soient animales ou végétales. Et donc pour bien fixer les protéines, il faut essayer de se bouger au maximum. Vitamine D et calcium. On trouve du calcium dans toutes les familles alimentaires, mais je me répète, il est le mieux absorbé par votre organisme à hauteur de 25% contre 5% pour les produits végétaux par le biais des produits laitiers.
Donc, les protéines, on en trouve dans tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, avec du fer et du calcium, dans les produits laitiers également, mais aussi dans les protéines d'origine animale, quand on fait végétale, quand on fait la double association de la famille des féculents. La vitamine D, elle permet, via la synthèse des UV sur notre peau, de fixer le calcium sur l'os et d'optimiser l'absorption intestinale du calcium. Les produits laitiers, c'est pour vous redonner un ordre d'idée sur les apports calciques. Donc, un grand verre de lait, c'est l'équivalent au niveau calcique de 3 litres d'eau du robinet. Une part d'emmental, donc 30 grammes, c'est l'équivalent d'un kilo de chou vert. Autant vous dire que là, au niveau de la constipation, sur le 3 fois 1 kilo de chou vert, il n'y a rien. Tout va bien. Ça peut être un peu terrible. Et l'activité physique, alors l'activité physique, ça peut être de l'activité sportive, mais rien que de se balader, marcher un peu, faire son ménage, son jardinage, c'est de l'activité physique en soi. Pensez à ça. La sarcopénie, c'est une déficience, c'est une dégénérescence, c'est une baisse progressive et généralisée de la masse musculaire. Et là, c'est vraiment important parce qu'on n'est pas tous égaux non plus au niveau de la capacité musculaire, c'est-à-dire que morphologiquement parlant, vous avez des gens qui ont un capital musculaire très important alors qu'ils n'ont jamais fait de sport de leur vie, et indirectement, vous en avez, ils ont pu faire du sport toute leur vie et ils ont une capacité musculaire qui est plutôt limitée. Et donc ça joue également, puisque le muscle, c'est ce qui permet de vous tenir debout et c'est ce qui permet aussi de tenir votre squelette. Votre squelette, s'il tient debout, comme le Oscar quand on était au collège, c'est parce que vous avez la tige en fer derrière, sinon il se casse la figure. Donc c'est vraiment l'importance d'avoir un squelette en bonne santé et une capacité musculaire en bonne santé. Donc la sarcopénie, c'est une baisse progressive et généralisée de la masse musculaire, de la force et des performances physiques. Donc ça, il faut vraiment faire attention. Et la sarcopénie, elle arrive vite. Quelqu'un qui va être avec une bonne grippe et qui va être 3-4 jours alité, ben vous voyez bien que déjà, vous avez plus d'essoufflement, vous avez moins de facilité à tenir sur vos jambes. Donc, une personne vieillissante va avoir le même problématique, moins elle bouge, moins elle a envie de bouger, mais parce que moins elle stimule le muscle et donc plus il est fragilisé. Et pareil, je pense aux personnes ayant une pathologie, cancer, chimio, ce genre de choses, eh bien, ou des traitements lourds avec des poches ou ce genre de choses, eh bien, dans ces cas-là, vous voyez bien aussi que ce sont des gens qui bougent moins et donc qui ont une fonte musculaire importante en peu de temps. Donc, les effets du vieillissement sur le muscle, en fait, si là on compare deux cuisses, eh bien, excusez-moi, vous voyez que ce qui est en gris clair, c'est la capacité musculaire, l'os, c'est le blanc, et autour, c'est le gras ou l'eau. Et donc, on voit bien que finalement, pour un sujet jeune ou un sujet âgé, ce qui fait la différence, c'est plutôt qu'il y en a un qui est sédentaire et l'autre qui est actif. Si on prenait deux personnes de même âge, un actif, un sédentaire, on aurait exactement la même chose. Plus on bouge, plus on fabrique du muscle. Moins on bouge, moins on fabrique de muscle et plus on risque de limiter, de diminuer en capacité musculaire. Et donc, moins on a envie de se bouger et moins on se tient correctement debout. Ça joue aussi. Donc, faites attention à ça. Ça va vite. Donc, les astuces alimentaires pour maintenir une capacité musculaire intéressante, c'est avoir un apport en protéines adapté par le biais des viandes, poissons, œufs, abats, produits de la mer, produits laitiers, mais également manger suffisamment de protéines d'origine végétale. Et puis, bien bouger. Et c'est vrai que maintenant, pour les personnes qui sont vieillissantes ou les personnes qui sont malades, on propose de plus en plus d'activités physiques adaptées. Vous avez aussi le sport sur ordonnance. Tout ça, ce sont des bons moyens pour pouvoir stimuler une activité physique adaptée, reprendre confiance aussi en ses capacités. Ça, c'est important. Et nous, en tant qu'aidants, il faut aussi qu'on se fasse aider des aidés. C'est-à-dire que faire de la cuisine, porter quelque chose, essayer d'aller déposer quelque chose à table, plutôt que d'essayer, nous, de toujours tout faire, eh bien, finalement, on les oblige à bouger. Et on maintient une capacité musculaire, et puis ça leur donne une raison de faire des choses. Il ne faut pas les infantiliser, il ne faut vraiment pas faire à leur place. Il faut essayer d'adapter pour qu'ils puissent faire seuls. L'activité physique, c'est la clé. C'est la clé pour notre squelette, pour notre musculature et pour le moral. Le fait de sortir, de bouger, d'essayer d'être le plus actif possible et le plus autonome possible dans ce qu'on fait, c'est la clé pour le moral, quel que soit le vieillissement, quelle que soit la pathologie. Rien que pour vous, il fait beau, on sort, on a tout de suite la banane. Quand il fait 3 jours de pluie, on n'a pas envie de sortir et là, on s'encroute et on n'a pas le moral. Donc, c'est bon pour tout le monde, ça. Pour tout le monde, il faut miser sur l'activité physique, se bouger, être en extérieur, se rendre utile.
La dénutrition, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quand les besoins de l'organisme sont en décalage avec les apports nutritionnels. Si vous êtes malade, si vous êtes vieillissant, si vous avez une grosse grippe ou ce genre de choses, finalement, vos dépenses énergétiques vont être beaucoup plus importantes. Et à ce moment-là, vous n'avez pas forcément d'appétit ou d'envie de manger. Et donc, vous n'arrivez pas à augmenter vos apports nutritionnels en conséquence. Donc, le décalage fait qu'il y a dénutrition. La définition de la dénutrition, c'est un état pathologique qui caractérise un déséquilibre de la balance énergétique. C'est-à-dire c'est une insuffisance d'apport protéino-énergétique. Énergétique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas assez de calories, et protéino, il n'y a pas assez de protéines, ce qui fait qu'à un moment donné, la capacité musculaire n'est plus suffisante pour vous porter, donc vous perdez l'autonomie, et donc on arrive dans une spirale infernale. Donc les protéines, on l'a vu, activité physique, tout ce qui est viande, poisson, œufs, abats, produits de la mer, produits laitiers, et l'association de bonnes protéines d'origine végétale, et énergétique, c'est-à-dire qu'il faut compenser par un peu plus de gras et un peu plus de protéines, un peu plus de tout, pour que l'apport énergétique du repas soit plus important. Alors vous allez me dire, bah oui, mais t'es mignonne, mais quand déjà ils n'ont pas envie de manger, ils ont des écœurements, on est déjà en train de fractionner le repas et trouver toutes les ruses possibles pour essayer de stimuler l'appétit, comment je fais pour augmenter la part, puisqu'ils n'ont déjà pas d'appétit? Eh bien, on va voir ça. La spirale de la dénutrition, c'est à un moment ou un autre, vous voyez, entre le moment où la personne perd du poids, n'a plus envie de manger, n'a plus le moral, eh bien, tout d'un coup, on va vite arriver au moment où on peut avoir une infection respiratoire, on peut avoir des troubles psychiques, on peut avoir tout ça. Et alors là, à un moment donné, on ne fait plus de marche arrière. À partir du moment où il y a des troubles psychiques et il y a des troubles respiratoires, en fonction de l'état de la personne et de l'état de santé de la personne, de son degré de fatigue, de son âge, il est très difficile de revenir à l'inverse. Donc, faites attention à ça. C'est une vigilance de tous les jours, de tous les instants. Donc, ce qu'il faut, c'est valoriser les protéines d'origine animale et végétale, valoriser les produits en matière grasse, les bonnes matières grasses, parce qu'elles vont vous apporter des acides gras essentiels, des vitamines, A, D, E, K, et comme je vous disais tout à l'heure, qui permettent de renouveler les cellules, donc de stimuler la fabrication du muscle et ce genre de choses. Donc, pensez à ajouter des matières grasses. C'est facile, ça ne change pas forcément l'aspect ni le goût. Fractionner les repas, parce que quand on n'a pas beaucoup d'appétit, plus on fait des petits repas, plus c'est facile. Attention aux compléments alimentaires. Les compléments alimentaires que vous trouvez en pharmacie, nutritionnellement parlant, c'est top, mais gustativement et dans l'après-goût, c'est particulier, ça peut jouer aussi. Et effectivement, les bonnes matières grasses, ça peut être aussi tout ce qui est fruits oléagineux, les produits aussi, tout ce qui est un peu plus de sucre et de bon sucre, ça peut être aussi tout ce qui est fruits secs et ce genre de choses. Stimuler l'appétit, ça c'est vraiment la base et c'est vraiment très important. L'enrichissement alimentaire, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple, si on prend l'exemple du potage et du yaourt qui ne suffisent pas, ça peut être ajouter du jambon mixé dans ou un jaune d'œuf dans du potage, par exemple. Ça peut être ajouter du fromage. Le lait entier, parce qu'effectivement, il va y avoir du gras, en poudre, c'est économique, ça passe partout, ça ne change pas la texture et ça ne change quasiment pas le goût. Et ça, vous pouvez en ajouter dans les potages, dans les purées. Et là, vous allez avoir un apport en protéines très important. Une cuillère à soupe de poudre de lait fait l'équivalent de 3 bols de lait au niveau protéique, au niveau matière grasse. Donc, c'est intéressant. Et pensez à ajouter, comme on le faisait pour les enfants, tout ce qui est les huiles, le beurre, les matières grasses, fraîches et ce genre de choses, qui sont un bon complément à la fois gustatif et à la fois en apport énergétique. Et puis, tout ce qui va être la vache qui rit dans le potage, par exemple, ça, on adore tous. C'est un système un peu enfant. Enfin, voilà, un riz au lait ou un gâteau de semoule que vous pouvez enrichir avec du lait en poudre, avec un petit peu un œuf à l'intérieur de cuisson, ça peut aussi donner des protéines, ça peut donner un apport énergétique suffisant. Donc, pensez à ces petites choses-là. Le jeûne nocturne, je vous en ai brièvement parlé. Quand on vous dit que le yaourt et le potage ne suffisent pas le soir, c'est parce que souvent le repas est pris entre 19 et 20 heures et le petit déjeuner est pris 12 heures plus tard. Et donc, pour avoir un sommeil de qualité, il faut avoir un repas de qualité. Si vous mangez trop ou pas assez, votre sommeil va être impacté. Surtout s'il y a des hydratations où vous êtes déjà fatigué. Donc là, plus on est fatigué, moins on dort bien. Donc, le but, c'est peut-être aussi pour des personnes qui n'ont pas beaucoup d'appétit le soir, c'est de fractionner de nouveau ce fameux repas et peut-être d'aller vers aussi, je vous disais, alors je suis un peu lourde avec ça, mais tout ce qui est riz au lait, gâteau de semoule, part de tarte, tout ce genre de choses qui sont très appétants, qu'on aime bien, qui se mangent facilement et on joue sur le côté gourmandise
La crème aux œufs, c'est top ça, ils adorent tous la crème aux œufs. On adore tout ça, la crème aux œufs, la crème caramel, et ça se mange facilement. Et c'est un bon apport énergétique et protéino-énergétique qui est de bonne qualité nutritionnelle. Donc vraiment, le jeûne nocturne, faites attention à ça. Je reprends mon cheval de bataille, comme quoi il faut prendre le temps de manger, de bien mastiquer dans un contexte serein. Le contexte serein, c'est la personne qui vous donne à manger parce que vous n'êtes plus capable de le faire et qui va à son rythme, à elle. Donc des fois, c'est trop, pas assez, voilà. Eh bien, c'est compliqué parce que l'aider n'est plus maître de ce qui se passe. Alors que trouver des couverts adaptés, des posologies, des placements adaptés vont vous permettre aussi peut-être de redonner un peu d'autonomie à la personne. Et donc, elle va avoir plus d'envie de manger et le contexte sera plus serein. Et puis, on se prend le temps de bien mastiquer ou d'adapter les textures en fonction de l'état bucco-dentaire. Donc, vraiment, l'idée, c'est que cette fameuse règle des 5, avec les apports hydriques suffisants, doit être adaptée en fonction de la personne que vous avez en face de vous, en fonction du goût, en fonction aussi de la texture. Et tout ça, finalement, ça peut être fractionné, ça peut être plus sucré que salé ou plus salé que sucré. Essayez vraiment de vous accaparer cette règle des 5. Parlez-en à la personne que vous aidez pour pouvoir essayer de trouver des astuces qui conviennent à tout le monde. Pensez aussi, s'il y a un problème d'autonomie, à valoriser auprès des pharmacies qui ont des produits, des aides adaptées. Les ergothérapeutes peuvent aussi vous aider. Pensez à aller voir tout ce qui est les clics. Les centres locaux, je ne sais plus tout à fait le nom, mais les clics ou les CCAS peuvent vous aider à avoir une assistante sociale et une ergothérapeute qui viennent pour vous aider à trouver des solutions pour que la personne reste à domicile le plus facilement possible et dans un contexte adapté à son handicap, à sa pathologie, à son vieillissement. Il n'y a pas que les fauteuils stand-up. Il y a plein d'autres choses qui existent. Il n'y a pas que les baignoires que l'on adapte. Il y a aussi des fauteuils adaptés. Il y a des aides alimentaires. Il y a aussi des plateaux repas qui peuvent être pris. Attention, si la personne cuisine, il faut essayer de faire en sorte qu'elle continue de cuisiner parce que les plateaux repas peuvent avoir un goût différent, une texture différente par rapport aux habitudes alimentaires. Mais réellement, voilà, la règle des 5, l'eau, ça s'adapte. À vous de trouver les ruses et les astuces pour le mettre en place. Et puis surtout, c'est parce que ce sont des petits riens qui font toute la différence, mais qui permettent à la personne d'avoir une autonomie. Si la personne, elle maintient le plus longtemps possible une autonomie, ça veut dire qu'elle bouge, ça veut dire qu'elle a encore des envies, des envies de manger, de préparer, de choses comme ça. Et ça, on a tout gagné. Et petite dynamique pour vous, aidant. Si vous n'êtes plus là, ça s'effondre. Et souvent, la personne qui s'effondre en premier, c'est vous. Ce n'est pas la personne que vous aidez. Donc, la règle des 5, ça vaut aussi pour vous. Pensez à bien vous hydrater pour ne pas être trop fatigué. Pensez à demander de l'aide. Pensez aussi à en parler autour de vous. On a le droit d'avoir des difficultés, on a le droit d'avoir du mal. Et souvent, quand on en parle autour de soi, on se rend compte que d'autres personnes ont eu les mêmes difficultés et ont trouvé des astuces et ont trouvé du lien, des associations, des choses comme ça. Donc vraiment, si vous voulez être un bon aidant, aidez-vous d'abord. Soyez vigilants et bienveillants envers vous. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Laure. Merci beaucoup. Je sens que ça a éveillé plein de questions. Donc, c'était très intéressant. Merci à tous. C'est dense, hein, je suis désolée, on ne peut pas en 1 heure, 1 heure et quart, on a du mal à tout dire. C'est pour ça que je n'ai pas coupé. Je me suis dit, on laisse. Bon, ça va, on n'a pas beaucoup débordé, donc ça va. Alors, je vais ouvrir les micros, les caméras juste après. Je vous mets juste à l'écran le petit questionnaire de satisfaction que je vais également vous mettre dans le chat pour que vous puissiez du coup nous donner votre avis sur ce que vous avez pensé de la conférence et du thème, et si vous souhaitez éventuellement aborder un peu plus profondément ce sujet. Voilà, si celui-ci vous intéresse, n'hésitez pas à nous le dire. On est vraiment preneur de votre avis. Oups, pardon, j'essaie juste de revenir. Voilà, ça y est. Je vous le mets également dans le chat. Hop, je vais vous le mettre. Vous avez à l'écran également la page YouTube de Gwendoline Cotresse qui vous permettra du coup de revisionner cette conférence, de éventuellement la partager avec vos proches si vous savez que quelqu'un pourrait être intéressé par le sujet. Donc n'hésitez vraiment pas à partager le lien que vous avez à l'écran. Et à droite, vous avez du coup le lien vers le podcast et le livre audio Ça déménage qui a été réalisé par Gwendoline Cotresse et Isabelle Palassin, qui parle du coup du déménagement des seniors. Je ne parviens pas à vous mettre le lien dans le chat, c'est merveilleux.
Bon, je vais vous le remettre à l'écran plus longuement, on va dire, donc pour que vous puissiez l'avoir. Ah, bah, j'ai un petit bug. Super. Ah, mince, qu'est-ce que ça fait? Excusez-moi, j'ai un petit bug. Ah, ça y est. Excusez-moi, je vais vous le remettre à l'écran après. À l'écran, vous avez du coup le lien en bas de l'écran pour vous inscrire au prochain cours de sophrologie qui aura lieu le mercredi 19 avril à 14h30. Si vous souhaitez vous inscrire, il vous suffit du coup de cliquer sur le lien qui est juste en dessous. Et j'en profite pour remercier à nouveau nos financeurs que sont le CNSA, le département de l'Essonne et la conférence des financeurs de la prévention de la perte d'autonomie. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter grâce à l'adresse mail qui s'affiche sur votre écran. Et si vous souhaitez vous inscrire aux futures visio, vous avez le lien également movadom.eventbrite.com. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui.